sachez que pour la francophonie canadienne, l'immigration représente un enjeu d'avenir très important pour la pérennité du français et c'est pour ça que depuis 25 ans, la FCFA coordonne des efforts des communautés en matière d'appui à l'immigration tout en travaillant avec, bien sûr, le gouvernement fédéral. Alors, la population canadienne est culturellement très diversifiée et c'est également le cas dans les communautés francophones et acadiennes. Selon le dernier recensement réalisé en 2016, une personne sur 5 est née à l'étranger et 250 origines ethniques sont présentes. Le Canada est l'un des pays qui accueille le plus d'immigrants parmi les pays du G8. Donc, c'est donc hyper important pour les collectivités francophones de travailler tout ensemble autour d'une même vision, une francophonie plurielle qui attire et intègre de plus en plus d'immigrants et que ces derniers participent au dynamisme de la vie en français dans les communautés. Ce projet de société requiert de chacun de l'empathie et une certaine tolérance à la vulnérabilité. Par exemple, l'ouverture à la diversité est un facteur important de cohésion communautaire car elle facilite la participation sociale. Mais cette ouverture à la diversité peut causer un sentiment de vulnérabilité. Donc, les communautés francophones et acadiennes ont besoin d'un modèle de cohésion sociale qui reconnaît et aborde cette vulnérabilité afin d'y remédier. Donc, un modèle basé à la fois sur l'acquisition de compétences interculturelles, mais également sur des principes d'humilité culturelle. Cette humilité requiert de l'introspection et bien sûr d'être en mode co-apprentissage. Donc, concrètement, l'initiative des communautés accueillantes est un exemple de collaboration permettant de surpasser la segmentation des financements et de rassembler les membres établis dans la communauté et les membres plus récents issus de l'immigration. Également, une attention particulière doit être accordée aux espaces physiques. Espaces physiques formels ou non, qui permettent le rassemblement et l'organisation d'événements fédérateurs, tels que la Semaine nationale de l'immigration francophone, qui rapproche les membres de la communauté. Depuis maintenant 9 ans, les communautés francophones célèbrent la Semaine nationale de l'immigration francophone pour valoriser la contribution des personnes immigrantes dans leur communauté et créer des temps de partage, des temps de réflexion et des temps de célébration entre francophones de toute origine. La Semaine nationale de l'immigration francophone donc, est coordonnée au niveau national par la FCFA et au niveau provincial et territorial par nos réseaux en immigration francophone. Chaque année, plus de 200 activités ont lieu partout au pays, dont des soirées culturelles, des cafés-débats, des ateliers de cuisine, des formations à l'emploi. Et chaque activité est véritablement un moyen de favoriser les échanges. Alors, cette année, du 7 au 13 novembre, les communautés ont célébré la semaine sous la thématique Une francophonie aux 1000 saveurs. Donc, une thématique rassembleuse pour découvrir les 1000 saveurs culturelles de la francophonie, échanger autour d'elle et apprendre à mieux connaître l'autre. Cette thématique fait référence en premier au goût de découvrir les aliments venus d'ailleurs, mais aussi d'apprécier le charme de la diversité culturelle au travers des autres sens, en portant notamment attention aux saveurs musicales, langagières, artistiques, humoristiques, ainsi qu'aux différentes traditions et visions du monde qui enrichissent nos communautés. Nous y voyons aussi une occasion de nous mobiliser contre les discriminations raciales envers les personnes racisées, les Premières Nations, les Métis et Inuits et contre toute autre forme de discrimination liée à une appartenance culturelle, ethnique ou religieuse. Alors, la cohésion sociale est un facteur clé de la vitalité des communautés francophones et acadiennes. En termes de défis et d'enjeux,
nous avons un défi d'identité francophone. La définition identitaire des communautés francophones n'est pas toujours inclusive, ce qui contribue à ce que les personnes issues de l'immigration n'aient pas nécessairement un sentiment d'appartenance à la communauté. Et les communautés francophones partagent une histoire pleine de résistance et de résilience. Ces concepts ne sont pas nouveaux pour les personnes issues de l'immigration. Le problème, c'est qu'on ne se connaît pas assez. L'histoire des différents pays de la francophonie mondiale n'est pas assez mise de l'avant et les personnes issues de l'immigration ne sont pas au courant de l'histoire des communautés francophones. Pourtant, on a tout à gagner à se connaître. Alors, nous devons entamer une réflexion sur la manière qu'on fait communauté. Comment délibérément participer à ce projet de société qu'est la communauté francophone? Au-delà des différences historiques, géographiques, la cohésion communautaire doit être une priorité. Mais en ce qui concerne le comment, c'est-à-dire les projets, initiatives, lieux physiques qui seront mis de l'avant pour faire avancer la cohésion communautaire, mais il faut que la communauté comme telle soit au centre de l'action, c'est-à-dire concrètement, les membres de la communauté doivent co-apprendre pour co-créer cette cohésion sociale. Je vais parler du programme des sites interculturels, ou plutôt du paradigme de l'intégration interculturelle qui a été développé par le Conseil de l'Europe déjà depuis 13 ans et que nous mettons en opération, nous traduisons en action politique concrète avec un partenariat avec 150 villes sur les 5 continents. Et le point de départ du développement du paradigme de l'intégration interculturelle était la nécessité, en tout cas dans le contexte européen, de penser l'intégration différemment. Non pas comme traditionnellement c'était le cas, comme un processus technique qui fournit des services aux migrants, ou des papiers aux migrants, un statut, etc. Mais surtout comme un processus organique de construction de relations et de confiance entre des personnes d'origine différente. Et comme tu l'as dit aussi, Kimberly, d'un sentiment d'appartenance, d'un sens plus large de nous, et de construire une identité commune dans un territoire partagé. Le contexte territorial, la notion de territoire en tant que facteur d'intégration, de cohésion, est très forte dans le paradigme interculturel. Donc, ceci implique beaucoup de choses, mais en particulier de s'attaquer aux stéréotypes, au manque de confiance, à la peur, à la ségrégation, à l'isolement, dont souffrent souvent les sociétés diversifiées, les sociétés où il y a un flux de migrants important. De s'attaquer aux récits négatifs, au discours de haine évidemment, mais aussi de combler le déficit de compétences interculturelles. Et tout ceci dans le but de supprimer les obstacles systémiques à l'intégration et à l'égalité. Les principes fondamentaux de l'intégration interculturelle qui doivent s'exprimer dans tous les domaines politiques sont 3. D'abord, accepter la diversité comme un fait, mais aussi comme un atout. Et surtout de trouver le moyen de transformer la diversité, surtout en un atout et pas tellement en un obstacle. 2, garantir l'égalité par la non-discrimination, mais aussi par l'égalité des chances pour tous. Et 3, favoriser une interaction significative entre les diversités ou à travers les différences. Et également d'une manière intersectionnelle. Ces principes s'appliquent dans tous les domaines politiques, donc les politiques d'éducation, de logement, développement économique, etc. Et peuvent être, par exemple, très puissants dans l'éducation. Et elles mènent à focaliser les politiques sur la diversification des enseignants et des élèves, donc la mixité,
le soutien nécessaire aux élèves et nouveaux arrivants pour apprendre la langue de pays d'accueil, adapter l'environnement scolaire et rattraper un éventuel retard scolaire par les nouveaux arrivants, soutenir les parents dans leur rôle éducatif, mais aussi la mise en relation d'écoles ayant des caractéristiques démographiques et socioculturelles différentes afin de favoriser la mixité et l'interaction. Donc, il y a beaucoup d'axes que, par exemple, euh, l'éducation interculturelle peut développer afin de favoriser l'intégration. La politique linguistique est l'un des domaines où il y a un des domaines importants des politiques interculturelles. Et c'est un domaine où il y a de plus beaucoup de malentendus et de braquages et de crispation. Je vais essayer à travers les politiques linguistiques d'illustrer l'importance des 3 principes interculturels de diversité, l'égalité et l'interaction. Vous le savez très bien, les politiques linguistiques ne sont jamais neutres. Elles légitiment souvent des choix idéologiques et de relations de pouvoir. Il peut être difficile de convaincre les gens de pouvoir éducatif et économique de la valorisation des répertoires multilingues parce que souvent le multilinguisme est vu en tant que danger et pas en tant qu'atout. Et surtout dans des contextes où la mentalité monolingue est dominante et où certaines versions du multilinguisme continuent d'être considérées comme un déficit plutôt comme un atout. Donc, implicitement, souvent, il y a un fond de pensée qu'il y a un bon multilinguisme. Ça veut dire des gens qui parlent les langues des pays riches et qui est un avantage pour la mobilité, l'emploi, l'apprentissage. Et après, il y a un mauvais multilinguisme qui est lié aux langues des pays en développement et émergents. Et ce type de multilinguisme est considéré comme un obstacle à l'acquisition de l'éducation ou à l'accès à l'emploi. Et ces perceptions erronées favorisent la ségrégation et l'inégalité au sein des sociétés. Ces idées mal informées sont évidemment contredites par la recherche qui démontre très clairement que la pratique de la langue maternelle à la maison n'entrave pas l'acquisition de la langue de pays d'accueil et au contraire, c'est un facteur de développement de capital éducatif et même d'un meilleur apprentissage de toutes les matières. Par exemple, le réseau de villes accueillantes est souvent critiqué parce que dans le modèle des villes accueillantes, cette idée d'accueil qui est vraiment pas problématique à première vue, mais elle devient problématique quand on commence à penser par exemple, à des communautés qui se trouvent dans la communauté, sur le territoire depuis longtemps. Donc, c'est eux qui devraient faire l'accueil, mais eux-mêmes, ils sont victimes de discrimination systémique et plusieurs effets négatifs qui viennent de la discrimination. J'ai vu un exemple de ça aux États-Unis, parce qu'il y avait des personnes qui venaient des communautés noires américaines pendant un congrès de Welcoming Cities qui disaient, mais vous parlez des immigrants, vous parlez de l'accueil, mais nous, on est là depuis 1600. Okay? Donc, et ça va très mal pour nous. Donc, la critique est valable. C'est-à-dire, le modèle de l'accueil, il peut faire certaines choses, mais il y a d'autres choses qu'il ne peut pas faire. Le modèle de ville interculturelle est critiqué aussi, un peu comme dans tous les modèles interculturels. Critiqué pour des raisons que moi, je peux défaire et puis je peux argumenter avec ça parce que je suis interculturaliste. Mais il y a cette idée, ces préjugés qui planent sur l'interculturel, comme quoi c'est essentialiste, c'est quelque chose de nationaliste ou identitaire. C'est quelque chose qui est utopiste. C'est celui que j'entends le plus souvent, c'est que
que c'est comme de eau de rose, et puis les lunettes roses, et puis les licornes, et des trucs comme ça. Moi, je ne me considère pas très licorne, même si j'adore les licornes. Mais l'approche interculturelle et le modèle de ville interculturelle n'est pas resté là, à ce niveau-là, de présumer que tout le monde est gentil et beau, et puis qu'il faut juste se parler pour se comprendre. Ça ne marche pas comme ça, l'interculturel. C'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus axé sur les dynamiques de différence, d'exclusion et même de conflits et des malaises. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que chaque réseau a comme un contexte historique et politique complètement différent. Et c'est fascinant d'étudier ça. Je viens de publier un article sur le programme Cité interculturelle au Conseil de l'Europe. Et l'article paraît dans un numéro spécial d'une revue qui parle des différents réseaux. Et on se rend compte que chaque réseau c'est un univers en soi. Par exemple, le réseau de villes accueillantes, Welcoming Cities aux États-Unis, ça émerge dans le contexte de l'action communautaire des personnes qui visaient à faire le soutien des réfugiés. Et c'était religieux et communautaire. Et c'était très, très activiste. Mais le programme de Cité interculturelle, ça a été créé par Irina et ses collègues il y a plus que 10 ans. Merci beaucoup. Et ça a été vraiment dans la volonté, dans la prise de conscience que les villes peuvent mieux faire le travail d'inclusion que les États. Mais c'était une initiative du Conseil de l'Europe qui essaie de mobiliser des fonctionnaires et des élus dans des villes partout dans le monde. Donc, vous voyez que ce n'est pas le même point de départ, ce n'est pas le même public nécessairement, et ce n'est pas le même modèle de fonctionner. Donc, deux autres facteurs que j'ai constatés, puis je vais donner ces deux facteurs-là, et puis après, juste donner un exemple de chacun. Premièrement, c'est les rapports majoritaires-minoritaires avec chaque réseau. Par exemple, avec le FCFA, c'est un groupe qui réunit différentes communautés francophones pour faciliter l'intégration de ces personnes francophones. Mais le ICC, donc Intercultural Cities, il propose un modèle cosmopolite qui privilégie une langue commune, mais qui privilégie aussi le multilinguisme. Donc, et avec cette idée, comme Irina a expliqué, que le multilinguisme va favoriser le sentiment d'appartenance, ce qui est un peu contre-intuitif, mais comme elle a dit, les recherches démontrent clairement que c'est le fait. Et donc, on a un exemple de ces rapports majoritaires et minoritaires à la Ville de Montréal où récemment, au début de la pandémie, la Ville de Montréal s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas de l'information sur la pandémie, d'informations de santé publique de base qui étaient disponibles dans d'autres langues que le français. Et donc, certaines personnes à Montréal se sont dit, excusez-moi, mais on a un problème de droit de la personne parce que c'est une pandémie qui se passe et les gens doivent être informés. Et d'autres personnes disaient, oui, mais il y a le fait français. OK? Un gros débat. Ça n'a pas duré longtemps le débat parce que, heureusement, nos collègues au BINAM se sont mis tout de suite en action. Ils ont commencé à travailler avec la TCRI, qui est un organisme, un regroupement d'organismes, avec un autre groupe qui s'appelle Access, qui est super intéressant, qui publie des documents dans plusieurs langues, et ils ont produit de la documentation dans plusieurs langues, même si le gouvernement ne voulait pas, et même si plus tard, le BINAM essaie de promouvoir cette initiative-là, mais le gouvernement ne répond pas aux demandes de les aider dans le financement pour avoir l'information de base sur un problème de ce genre-là dans plusieurs langues. Donc, ce n'est pas une question de fait français ou de multilinguisme, c'est une question d'accès à l'information et les droits de la personne. Pour moi, c'est assez clair, mais ça pose un problème parce qu'il y a différents points de vue politiques par rapport à ça, et les villes au Québec sont francophones pour la grande partie, donc ils n'ont pas toujours la préparation ou même les compétences pour faire un travail multilingue. Deuxième exemple, et j'espère que je ne dépasse pas trop le temps, mais j'ai quasiment terminé, c'est les tensions, donc ces tensions récurrentes entre la cohésion sociale d'un côté et la revendication identitaire de l'autre côté. Donc, le modèle FCFA contribue à la cohésion sociale en insistant sur l'inclusion des minorités linguistiques ou peut-être d'une minorité linguistique, avec cette idée qu'on ne veut pas laisser personne derrière, no one left behind.
On veut vraiment s'assurer que tout le monde se sente inclus. Le modèle ICC du Conseil d'Europe considère que la cohésion sociale vient du fait que la promotion du multilinguisme va contribuer à une cohésion sociale plus grande, une sorte de culture de la diversité, ce qu'ils appellent le diversity advantage. Donc, ils utilisent cette idée de diversity advantage pour convaincre tout le monde que la diversité n'est pas une menace, mais c'est quelque chose de positif. Et donc, mais on a vu ce même conflit dans les relations, pas conflit, la même tension dans les relations entre le Conseil de l'Europe et le REMIRI. Le REMIRI, c'est un réseau de villes interculturelles au Québec, où toutes les villes et les membres des villes parlent en français, puis ils veulent pouvoir parler en français. Le Conseil de l'Europe, c'est bilingue, donc officiellement c'est français et c'est anglais. Et il y avait quelques membres au REMIRI qui disaient, mais on veut s'assurer que la communication se fasse en français avec le Conseil de l'Europe, ce qui est normal parce qu'au Québec, on fait ça et le Conseil de l'Europe est bilingue. Mais en même temps, les principes du programme de cité interculturelle, c'est de promouvoir l'interculturel. Donc, vous voyez, c'est comme une sorte de dilemme. Est-ce qu'on protège l'identité d'un groupe qui est minorisé, qui est littéralement menacé par rapport à sa langue et sa culture, ou est-ce qu'on pousse de l'avant cette idée qu'on doit tous trouver une façon de communiquer malgré nos différences linguistiques, et on ne doit pas, du point de vue interculturel, on ne peut pas imposer une langue, on ne peut pas imposer une culture. Dans la philosophie interculturelle, on dit, mais l'interculturel appartient à personne. On ne peut pas imposer un modèle sur les autres. Donc, vous voyez, je voulais juste comme expliquer un peu ces différents dilemmes qui sont posés. Je n'ai pas nécessairement de réponse là-dessus, pour essayer de voir comment les deux modèles que les deux réseaux utilisent ou mobilisent peuvent être vus à la fois comme similaires mais différents.